L'Antarctique. Un vaste continent drapé de glace, une terre d'extrêmes. Sous la surface sereine se cache un monde grouillant de vie, une arène dynamique où la survie se joue de manière spectaculaire. Chaque créature est enfermée dans une danse de prédateurs et de proies, luttant contre les éléments. C'est un creuset qui teste les limites de l'endurance. Les animaux sont passés maîtres dans l'adaptation, équipés pour résister aux conditions les plus rudes de la planète. Des eaux les plus profondes aux plaines balayées par le vent, le danger guette. Le continent abrite de redoutables prédateurs, façonnant l'existence de tous les autres animaux. Chaque ombre pourrait signaler une attaque. L'inattention peut signifier la mort. Nous allons découvrir les secrets de ses habitants, explorant les stratégies des chasseurs et les tactiques des chassés. C'est une histoire de puissance brute et de volonté de vivre contre vent et marée. Le rideau se lève sur un monde où seuls les plus coriaces verront un autre lever de soleil. Dans les eaux glaciales qui entourent l'Antarctique, un véritable titan règne, l'orque ou épaulard. La plus grande espèce de dauphins, ce sont des prédateurs marins intelligents et puissants. Opérant en groupes familiaux, ces animaux ont des stratégies de chasse sophistiquées. En Antarctique, elles sont célèbres pour créer des vagues afin de faire tomber les phoques des banquises, une démonstration d'intelligence et de travail d'équipe. Les orques utilisent également l'écholocation, émettant des clics pour cartographier leur environnement et localiser des proies cachées avec une précision incroyable. Elles sont les souveraines incontestées de ce royaume marin, un mélange d'intelligence, de puissance et de coopération. Tandis que l'orque règne sur l'océan ouvert, les banquises côtières et les eaux moins profondes appartiennent à un autre formidable prédateur. C'est le phoque léopard. Avec son corps long et serpentin et une tête presque reptilienne, c'est une créature faite pour l'embuscade et la vitesse. Son nom est bien mérité. Son pelage tacheté de gris foncé et de noir lui offre un excellent camouflage contre les jeux d'ombre et de lumière de la glace. Contrairement à l'orque très sociable, le phoque léopard est un chasseur solitaire, un assassin silencieux patrouillant les bords de la glace avec une intention patiente et mortelle, incarnant l'efficacité impitoyable nécessaire pour survivre seul dans cet environnement hostile. L'arme principale du phoque léopard est sa redoutable mâchoire. Sa gueule peut s'ouvrir remarquablement grand, révélant de longues canines acérées conçues pour agripper les proies qui se débattent, ainsi que des molaires complexes et multilobés qui agissent comme un tamis pour filtrer le krill de l'eau. Cette polyvalence dentaire lui permet d'être un chasseur opportuniste, mais ses cibles préférées sont les animaux à sang chaud, en particulier les manchots. Un phoque léopard attendra souvent juste sous le bord d'une plateforme de glace, une ombre submergée près du point d'entrée à la mer d'une colonie de manchots. Il attend, immobile, le moment parfait pour frapper avec une force explosive. La chasse est une démonstration brutale de puissance. Quand un manchot plonge, le phoque jaillit de sa cachette, propulsé par de puissantes nageoires arrière. La poursuite est courte et violente. Une fois capturé, le phoque ne se contente pas de manger sa proie. Il va souvent frapper le corps du manchot contre la surface de l'eau à plusieurs reprises. Cette action violente sert à dépecer l'oiseau et à le briser en morceaux plus petits et plus faciles à gérer. C'est un spectacle choquant. Pourtant, c'est une méthode très efficace pour ce prédateur solitaire pour traiter rapidement un grand repas, minimisant le risque que son prix soit volé par d'autres charognards. Les manchots ne sont pas sa seule proie. Les jeunes phoques crabiers inexpérimentés et les otaries à fourrure sont également victimes de ce prédateur suprême de la banquise. Sa taille imposante, atteignant jusqu'à 3,5 mètres de long, et sa nature agressive signifie qu'il a peu d'ennemis naturels, mis à part l'orque occasionnel. Pour toute créature s'aventurant dans l'eau depuis le littoral antarctique, le phoque léopard représente la menace la plus immédiate et la plus terrifiante. C'est un chasseur solitaire, patient et impitoyablement efficace, parfaitement adapté à son rôle de gardien menaçant des hauts fonds. Loin sous la surface ensoleillée habitée par les phoques et les manchots, dans l'obscurité écrasante des profondeurs océaniques, un autre prédateur géant chasse.
C'est le cachalot, la plus grande baleine à dents de la planète. Bien que souvent aperçus dans des eaux plus chaudes, les grands mâles migrent vers les régions polaires de l'Arctique et de l'Antarctique pour se nourrir. Ce sont les maîtres de l'abîme, capables de plonger à des profondeurs de plus de 2000 mètres et de retenir leur respiration jusqu'à 90 minutes. Dans ces canyons sombres et froids, ils chassent leur proie colossale, le calmar géant et le calmar colossal. Le cachalot est bâti pour cet environnement extrême. Son corps est une merveille d'ingénierie biologique. Une énorme tête en forme de bloc représente près d'un tiers de la longueur de son corps et contient une substance unique appelée spermacétie. Les scientifiques pensent que cette huile cireuse aide la baleine à contrôler sa flottabilité lors de ses plongées profondes et pourrait également fonctionner comme une lentille sonore massive, focalisant ses puissants clics d'écholocation. Ces clics sont parmi les sons les plus forts produits par un animal, assez puissants pour étourdir ou même tuer leur proie à courte distance, une arme sonique maniée dans l'obscurité totale des fonds marins. Les batailles qui ont lieu dans ces profondeurs abyssales sont légendaires. Ce sont des luttes titanesques qui sont rarement, voire jamais, observées par des yeux humains. Notre seule preuve provient des cicatrices qui sillonnent la peau de nombreux cachalots. Ces marques, souvent sous forme de grandes plaies circulaires et de longues égratignures, sont les trophées de bataille laissés par les ventouses et les becs des calmars géants qui se battent pour leur vie. C'est un conflit entre deux des plus grands habitants de l'océan, un duel primal mené dans un monde d'immense pression et d'obscurité absolue, bien au-delà de notre portée. Pour le cachalot, ces voyages dangereux dans l'abîme sont essentiels à sa survie. Les eaux de l'Antarctique sont riches en grands calmars dont ils ont besoin pour nourrir leurs corps énormes. Un seul grand mâle peut consommer près d'1 tonne de nourriture par jour. Leur rôle de prédateur supérieur dans l'écosystème des grands fonds est crucial, influençant les populations de ces céphalopodes mystérieux des profondeurs. Le cachalot est un véritable souverain des profondeurs, une créature d'une ampleur et d'une puissance immense, effectuant des plongées épiques pour chasser des proies monstrueuses dans un royaume presque aussi étranger pour nous que l'espace. Le danger en Antarctique ne vient pas seulement de l'eau, il descend aussi du ciel. Le labe antarctique est le prédateur aviaire le plus redoutable du continent, un grand oiseau de mer agressif souvent décrit comme un pirate ailé. Avec une grande envergure, un cou épais et un bec fortement crochu, le labe est bâti pour l'agression et le conflit. C'est, honnêtement, un chasseur audacieux et intelligent, un opportuniste qui a maîtrisé l'art de la survie en exploitant les vulnérabilités de ses voisins. Pendant le bref été antarctique, ces oiseaux deviennent la terreur des colonies de reproduction côtière. Les labes sont implacables et stratégiques dans leurs attaques. Ils sont connus pour cibler les œufs et les poussins des colonies de pingouins. Souvent, travaillant en paire, un labe distrait un pingouin adulte, l'attirant loin de son nid avec de fausses attaques et des cris bruyants. Pendant que le parent est occupé, le deuxième labe s'abat à la vitesse de l'éclair pour s'emparer d'un œuf sans surveillance ou d'un poussin sans défense. C'est une stratégie cruelle mais très efficace, un vol coordonné qui assure à leurs propres jeunes suffisamment de nourriture pour survivre aux dures conditions et prendre leur envol avant que l'hiver ne revienne avec sa poigne de glace. Leur piraterie ne se limite pas aux colonies de pingouins, les labes sont aussi des kleptoparasites, ce qui signifie qu'ils sont experts dans l'art de voler la nourriture des autres oiseaux. Ils harcèlent d'autres oiseaux de mer, comme les pétrels et les sternes, les poursuivant sans relâche dans les airs jusqu'à ce que le plus petit oiseau soit forcé de régurgiter son repas de poisson ou de krill récemment capturé. Le labe, avec son agilité aérienne supérieure, plongera ensuite pour attraper la nourriture volée avant même qu'elle n'atteigne l'eau. Ce comportement leur épargne l'énergie de chasser pour eux-mêmes et démontre leur domination dans le ciel au-dessus des côtes antarctiques. La nature agressive du labe en fait une créature à respecter et même à craindre. Ils défendront farouchement leur propre nid, bombardant en piqué tout animal, y compris les humains, qui s'approchent trop.
Leurs becs acérés peuvent infliger des blessures douloureuses. Ces oiseaux ne sont pas seulement des charognards, ce sont des prédateurs actifs et intelligents qui jouent un rôle important dans l'écosystème côtier. Ils sont une présence constante et menaçante, un rappel qu'en Antarctique, la lutte pour la vie se mène sur tous les fronts, dans l'eau, sur la glace et dans l'air froid et impitoyable. Pour les millions de manchots qui habitent ce peuple antarctique, la vie est un pari constant. Le voyage vers la mer pour se nourrir est peut-être le plus grand de tous les défis. Debout au bord de la glace, ils font face à un dilemme terrifiant. L'océan promet de la nourriture, mais des prédateurs mortels les attendent. Les manchots se rassemblent en grand nombre au bord de l'eau, un comportement connu sous le nom de rassemblement. Aucun oiseau ne veut être le premier à plonger. Finalement, un individu courageux se lancera et les autres suivront. Une fois dans l'eau, les manchots se transforment en maîtres du vol aquatique, utilisant leurs puissantes nageoires pour se propulser. Leur corps profilé leur offre un camouflage, les aidant à se fondre dans la surface lumineuse et les profondeurs sombres. Même avec ces adaptations, le voyage est semé d'embûches. Les manchots doivent compter sur leur nombre et leur agilité pour survivre à cette danse chaotique et désespérée. Pour ceux qui réussissent à revenir sur la glace le ventre plein de nourriture, le défi a été relevé avec succès. Le phoque crabier est l'espèce de phoque la plus abondante sur Terre. Malgré son nom, il se nourrit presque entièrement de krill antarctique, qu'il filtre de l'eau à l'aide de dents uniques. Le phoque crabier est une cible principale pour l'orque et le léopard de mer. Pour survivre, le phoque crabière a évolué pour devenir un maître de la vitesse et de l'agilité. Lorsqu'il est menacé par une orque, le seul espoir d'un phoque crabier est d'atteindre la sécurité de la glace. Son évasion est une course frénétique à grande vitesse. De nombreux phoques crabiers adultes portent des cicatrices, des rappels permanents d'évasion de justesse des puissantes mâchoires d'un léopard de mer. En fin de compte, la plus grande défense du phoque crabière est sa vigilance et sa capacité à utiliser le paysage glacé à son avantage. Pour le phoque crabière, la survie est un calcul constant de la distance de sécurité par rapport aux chasseurs toujours présents. Au plus profond de la banquise, dans les eaux sombres et glaciales, vit la légine antarctique, un super prédateur qui est aussi la proie des phoques de Weddell et des cachalots. Pour survivre, elle dépend d'outils biologiques uniques et de son environnement sombre. Son sang contient des molécules de glycoprotéines, un antigel naturel, empêchant la formation de cristaux de glace. Cela lui donne accès à un habitat mortel pour la plupart des poissons, un refuge contre les prédateurs. Elle navigue dans des tunnels sous la banquise, où les grands chasseurs ne peuvent pas facilement la suivre. Face à un phoque, la légine utilise l'immobilité et le camouflage. Sa peau foncée se confond avec le fond marin et les ombres. Manquant de vitesse, elle devient immobile, comptant sur l'obscurité pour passer inaperçue. C'est un jeu à enjeu élevé dans le froid mordant des profondeurs antarctiques. Son métabolisme lent signifie qu'elle n'a pas besoin de se nourrir souvent, ce qui lui permet d'économiser de l'énergie. En habitant ce monde et en étant parfaitement adaptée, la légine antarctique prospère. Pour de nombreuses espèces antarctiques, l'unité est la défense la plus efficace. Les vastes colonies de reproduction sont un puissant bouclier contre la prédation. Être un parmi des milliers réduit les chances d'être ciblé. La taille d'une colonie de pingouins crée une surcharge sensorielle pour les prédateurs comme le skua. Cela s'étend à l'eau, les pingouins se lançant en groupes synchronisés. Cela déroute les prédateurs comme le léopard de mer. Le effet de confusion du prédateur est une tactique qui sauve des vies. Le pouvoir de la colonie est une défense puissante, une forteresse construite de corps et de risques partagés. Elle leur offre une sécurité, leur permettant de se concentrer sur l'élevage de leurs jeunes dans un environnement hostile. Il y a une immense force et une grande sécurité à trouver dans la foule. Rester ensemble est la clé de la survie. Dans le vaste et glacial océan austral, il existe une créature si petite, et pourtant si nombreuse, qu'elle forme des nuages vivants visibles depuis l'espace.
C'est le krill antarctique. Individuellement, un seul krill est un minuscule crustacé ressemblant à une crevette, pas plus long que votre doigt. Il semble totalement inoffensif, une fragile particule de vie dérivant dans l'immense océan. Mais lorsqu'ils se rassemblent, ils créent quelque chose de tout à fait différent. Ils forment des super-essaims, des agrégations colossales qui peuvent s'étendre sur des kilomètres et contenir des milliards, voire des trillions d'individus. Cette masse collective est si dense qu'elle colore l'océan d'un rose rougeâtre, créant une entité vivante et respirante d'une échelle immense. Cet essaim n'est pas un prédateur au sens traditionnel du terme. Il ne chasse pas avec des dents ou des griffes. Pourtant, son existence représente un danger unique et profond pour l'ensemble de l'écosystème antarctique. La biomasse d'un essaim de krill peut fondamentalement altérer l'environnement marin local. En se nourrissant de phytoplancton microscopique, il consomme de vastes quantités de cette vie fondamentale, privant l'eau de la base même du réseau trophique. Cela peut créer des zones de pénurie pour d'autres petits organismes qui dépendent de la même source de nourriture. Leur appétit collectif est une force de la nature, une consommation massive qui se répercute sur l'équilibre délicat de l'océan. Le danger de l'essaim est aussi celui de la perturbation. L'intense concentration de vie peut entraîner une désoxygénation de l'eau environnante. Alors que des trillions de krills respirent, ils consomment collectivement l'oxygène dissous, créant des zones où d'autres formes de vie marine pourraient avoir du mal à survivre. Cet effet, combiné à leurs déchets, modifie la chimie même de l'eau qu'ils habitent. Pendant une courte période, l'essaim devient une zone mobile, consommant tout, qui altère l'habitat qu'il traverse. Une force temporaire mais puissante qui peut rendre l'eau inhospitalière pour les autres créatures prises dans ces immenses frontières mouvantes. De plus, l'essaim de krill lui-même représente une attraction fatale. Sa densité même attire les prédateurs de toutes les directions, créant des zones concentrées d'intenses activités de chasse. Les baleines, les phoques, les manchots et les poissons convergent tous vers ces essaims dans une frénésie alimentaire. Cela fait de la zone autour d'un essaim l'un des endroits les plus dangereux pour toute proie individuelle. La présence du krill crée un vortex de prédation, un champ de bataille chaotique où les chances d'être capturé sont considérablement augmentées. Ainsi, le krill inoffensif, par son nombre même, devient l'épicentre du danger. Tous les dangers de l'Antarctique ne sont pas assez grands pour être vus. Certaines des menaces les plus insidieuses attaquent de l'intérieur. Dans cet environnement extrême, chaque créature mène une bataille constante pour conserver son énergie. Ces organismes cachés vivent à l'intérieur du corps de leurs hôtes, leur volant des nutriments vitaux et les affaiblissant. La légine antarctique est souvent l'hôte de parasites internes, tels que des nématodes. Les oiseaux de mer, y compris les manchots et les skuas, sont également tourmentés par des parasites internes. Les ténias, par exemple, peuvent atteindre des longueurs incroyables dans les intestins d'un oiseau. Sa croissance ralentit, le rendant moins susceptible de survivre à son premier hiver brutal. Ces minuscules terreurs exercent une pression constante et invisible sur les populations de l'Antarctique, mais avec une efficacité lente et épuisante, le laissant vulnérable aux prédateurs et aux coûts énergétiques de la vie dans l'endroit le plus froid de la Terre. L'océan est une soupe de vie, et en Antarctique, cette soupe regorge d'organismes microscopiques. Parmi eux se trouvent de minuscules prédateurs, des chasseurs unicellulaires qui sont tout aussi féroces dans leur propre monde que n'importe quel léopard de mer. Ce sont des protozoaires, tels que les dinoflagellés et les ciliés. Ils constituent un maillon crucial de la chaîne alimentaire marine, se nourrissant de bactéries et de phytoplancton encore plus petits. Mais certains de ces chasseurs microscopiques ont un côté plus sombre. Dans certaines conditions, ils peuvent se multiplier rapidement, créant ce que l'on appelle une prolifération algale nuisible, ou marée rouge, bien que ce ne soit pas toujours rouge. Ces proliférations peuvent être incroyablement dangereuses. Certaines espèces de dinoflagellés produisent de puissantes toxines comme mécanisme de défense.
Lorsque ces organismes prolifèrent par milliards, la concentration de ces toxines dans l'eau peut atteindre des niveaux létaux. Ces neurotoxines peuvent être absorbées par les filtreurs comme le krill et d'autres petits zooplanctons. Bien que le krill ne soit pas blessé, les toxines s'accumulent dans son corps. Lorsque ce krill est ensuite mangé par les poissons, les pingouins et même les baleines, les toxines sont transmises le long de la chaîne alimentaire, devenant de plus en plus concentrées à chaque étape. Ce processus est appelé bioamplification. Le résultat peut être catastrophique pour les grands animaux au sommet de la chaîne alimentaire. Les toxines concentrées peuvent provoquer la paralysie, des lésions neurologiques et même la mort. Une baleine qui a consommé de vastes quantités de krill contaminés peut devenir désorientée et malade, incapable de se nourrir ou de naviguer correctement. Les oiseaux de mer peuvent souffrir de crises et perdre leur capacité à voler ou à nager. Ces prédateurs microscopiques, complètement invisibles à l'œil, peuvent abattre les plus grands animaux de l'Antarctique sans jamais établir de contact physique. C'est une guerre chimique silencieuse menée à grande échelle. Même lorsqu'elles ne produisent pas de toxines, ces proliférations peuvent être dangereuses d'autres manières. Lorsque la prolifération finit par mourir, la décomposition de milliers de milliards de cellules mortes par les bactéries consomme d'énormes quantités d'oxygène de l'eau. Cela peut créer de vastes zones mortes, des zones de l'océan où les niveaux d'oxygène sont trop bas pour que les poissons et autres formes de vie marine puissent survivre. Ces prédateurs microscopiques, à travers leur cycle de vie et de mort, ont le pouvoir d'empoisonner la chaîne alimentaire et d'asphyxier l'océan, démontrant qu'en Antarctique, même la plus petite des créatures peut exercer un pouvoir immense et mortel. Le réseau trophique de l'Antarctique est d'une simplicité trompeuse. Le krill mange le phytoplancton et presque tout le reste mange le krill. Mais des dangers cachés s'y tapissent, des polluants comme les métaux lourds et des produits chimiques persistants, transportés de loin, s'accumulent à mesure qu'ils remontent la chaîne alimentaire. Ces toxines affaiblissent les animaux avec le temps, perturbant les hormones et les systèmes immunitaires, les rendant plus vulnérables aux maladies et au stress. La maladie est une autre menace invisible. Dans les colonies surpeuplées, les virus peuvent se propager rapidement, dévastant des générations entières. Les agents pathogènes arrivent par les oiseaux migrateurs ou les courants océaniques, exploitant les communautés très unies de phoques et de manchots. Ces menaces, polluants et maladies, sont des prédateurs silencieux, exploitant les connexions mêmes qui soutiennent la vie ici. Pour les animaux de l'Antarctique, la survie ne signifie pas seulement combattre le froid et les prédateurs visibles, mais aussi les dangers invisibles qui se cachent à l'intérieur. La lutte est autant interne qu'externe. La plus grande menace de l'Antarctique n'est pas un prédateur, c'est la faim. La Terre est un désert gelé. La nourriture ne se trouve que dans l'océan. Les animaux doivent constamment voyager entre terre et mer, risquant énergie et vie. Les manchots empereurs mâles jeûnent pendant des mois, comptant sur leurs réserves de graisse, en attendant le retour de leur partenaire. Pour les jeunes animaux, une seule chasse ratée peut signifier la mort. Il n'y a pas de seconde chance sur la glace. La famine est un prédateur constant et silencieux, qui s'attaque aux faibles et aux inexpérimentés. L'ensemble de l'écosystème dépend du lien fragile entre la Terre et l'océan. Toute perturbation, fonte des glaces, courant changeant, peut faire pencher la balance vers la catastrophe. Dans ce désert blanc, la survie est une bataille quotidienne contre la faim. La force la plus mortelle de l'Antarctique, c'est le vent katabatique, de l'air froid et dense qui dévale du plateau à la vitesse d'un ouragan. Ces vents peuvent faire chuter les températures à des niveaux mortels, enlevant la chaleur corporelle en quelques minutes. Même les animaux les mieux isolés doivent se blottir les uns contre les autres ou périr. Le vent transforme la neige en une tempête aveuglante et dévastatrice, effaçant tout sens de l'orientation. Les animaux pris seuls peuvent se perdre, succombant à l'épuisement et au froid. Le paysage lui-même est façonné par ces vents, créant des obstacles perfides.
Le vent katabatique dicte où et quand les animaux peuvent se déplacer, se reproduire et survivre. En Antarctique, même l'air peut tuer. La glace est à la fois un refuge et un piège en Antarctique. Elle se déplace constamment, se brisant et laissant les animaux loin de chez eux. Manchots et phoques doivent naviguer entre les crevasses cachées et les crêtes de pression déchiquetées. Un seul faux pas peut être fatal. La glace de mer peut piéger les mammifères qui respirent l'air sous un plafond ininterrompu, transformant une recherche de nourriture en un labyrinthe mortel. Même les icebergs sont dangereux, roulant ou se brisant sans avertissement. La fondation même de la vie ici est instable, exigeant une vigilance constante. Chaque traversée de la glace est un pari avec la survie. En Antarctique, le sol sous vos pieds n'est jamais vraiment sûr. Le retour du soleil apporte la vie et le danger. Une lumière du jour infini déclenche une explosion de productivité. Mais la lumière intense et réfléchie du soleil provoque la cécité des neiges et des lésions cutanées. Les yeux et la peau exposés des animaux sont vulnérables aux rudes radiations UV. La chaleur du soleil peut faire fondre trop tôt la glace de mer, piégeant les jeunes manchots avant qu'ils ne soient prêts pour l'eau. La force même qui alimente la vie peut aussi la détruire, rompant l'équilibre de ce monde fragile. Les adaptations aident, mais le stress d'une exposition constante a des conséquences. En Antarctique, même le soleil est une arme à double tranchant. La survie signifie respecter à la fois ses bienfaits et ses dangers. L'Antarctique est une terre d'extrêmes, de beauté et de brutalité, de vie et de mort. Chaque créature ici fait face à une épreuve incessante, les prédateurs, le froid, la faim et des menaces invisibles. La survie dépend de l'instinct, de l'adaptation et parfois d'une chance inouïe. La moindre erreur ou un changement soudain dans l'environnement peut être fatal. Pourtant, les animaux qui perdurent sont des merveilles de l'évolution, chacun un témoignage de résilience. Ici, la lutte pour l'existence est brute et interminable. L'Antarctique reste l'une des dernières frontières sauvages de la Terre où le drame de la vie se déroule dans sa forme la plus pure. Dans ce monde gelé, la survie est le plus grand triomphe de tous.